Ok, alors on est début octobre 2020 à Limoges quand les enquêteurs de la police judiciaire française se préparent à arrêter deux individus. Un homme et une femme en couple, âgés d'une quarantaine d'années, soupçonnés par les autorités d'être impliqués dans un vaste réseau de blanchiment d'argent en revendant des billets de banque pourtant interdits à la circulation. Immédiatement après leur interpellation, les enquêteurs décident alors de se rendre au domicile de la femme, pressentie pour être la tête pensante de toute cette opération. Et en arrivant sur place, ils vont faire une découverte pour le moins troublante. Les enquêteurs vont en effet trouver, caché chez la suspecte, près de 20 000 € en liquide. Mais en y regardant de plus près, certains billets de ce butin sont un peu particuliers. Il s'agit de billets de 100 et 200 € qui sont en mauvais état, un peu brûlés, voire même moisis. Et ce que les enquêteurs vont alors découvrir, c'est que si ces billets sont autant abîmés, c'est car ils ont une histoire un peu particulière. Et surtout, ils ont beaucoup voyagé. Ils ne viennent pas de France ni d'Europe, mais de Libye, plus précisément de la ville de Benghazi. Et s'ils viennent de là-bas, c'est parce que ces billets de banque ne sont qu'une infime partie de ce que beaucoup appellent le plus grand trésor de l'histoire, l'argent perdu de Mouammar Kadhafi. Renversé par une guerre civile en 2011, le dirigeant de la Libye, Mouammar Kadhafi, était en effet considéré comme l'homme le plus riche du monde, voire même de l'histoire. Sa fortune personnelle était gigantesque à tel point qu'il est impossible de dire à combien elle s'élevait réellement. Certains parlent de 100 milliards de dollars, de 200, de 400, voire même de 1380 milliards de dollars. Mais le problème, c'est qu'au moment de la chute de Kadhafi, la majeure partie de sa fortune s'est évaporée dans la nature, littéralement. Des chasseurs de trésors, des autorités compétentes et même les Nations Unies, tous ont essayé de retrouver l'argent de l'ancien guide libyen, mais sans jamais obtenir de résultats concluants. Alors, où est cet argent? Où sont passés ces centaines, ces milliers de milliards de dollars? Dans quel pays ou lieu pourrait être caché le gigantesque trésor de Mouammar Kadhafi? Et surtout, qui pourrait bien avoir mis la main sur tout cet argent? Eh bien, je pense que je suis désormais en mesure de fournir une bonne partie des réponses à ces questions. En effet, j'ai enquêté en profondeur pendant plusieurs longues semaines pour essayer de retrouver la trace de l'argent de Kadhafi. Et ce que j'ai découvert m'a littéralement retourné le cerveau. J'ai peut-être même trouvé l'endroit exact où pourrait être cachée une partie du trésor et je vais même potentiellement me rendre sur place pour essayer de le récupérer. Oui, vous avez bien entendu, alors j'espère que vous êtes prêts pour découvrir l'enquête la plus hallucinante que j'ai jamais réalisée. On va parler de princes de Belgique, de rois de l'Eswatini, de mercenaires, de présidents sud-africains et même de criminels russes. Ça vous intrigue? Alors venez avec moi, car aujourd'hui on part à la recherche du plus grand trésor de l'histoire, l'argent perdu de Mouammar Kadhafi. Mais juste avant que la vidéo ne commence, j'ai deux petites choses à vous dire. La première, c'est juste merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. On est plus de 100 000 sur cette chaîne, ça va très vite et sachez que je travaille chaque jour comme un fou pour vous produire du contenu toujours plus quali. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, le rythme des vidéos va normalement un peu s'accélérer dans les mois à venir et sachez que je vous prépare de très belles surprises. Deuxième chose importante, je suis pas actif uniquement sur YouTube. Je publie aussi très régulièrement sur Instagram, TikTok et surtout dans ma newsletter Arcos. 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, je vous y partage l'essentiel de l'actualité, que ce soit de la géopolitique, de l'économie, de la tech, de la science, etc. L'objectif de cette newsletter, c'est de vous informer simplement, rapidement et sans tourner autour du pot. Dans un monde où on est littéralement bombardé d'infos à longueur de journée, Arcos vous fait gagner du temps. En 4 minutes chrono, vous avez tout ce qu'il faut savoir, rien de plus, rien de moins. N'hésitez donc pas à rejoindre Arcos, c'est complètement gratuit, ça prend 2 secondes, c'est le premier lien en bio. Merci à tous ceux qui le feront, et maintenant il est l'heure de passer aux choses sérieuses et de découvrir où est passé l'argent de Mouammar Kadhafi. Bon, pour démarrer la chasse aux milliards de Kadhafi, on doit revenir à un moment très précis, le 26 février 2011. Ce jour-là, alors que la guerre civile libyenne commence à prendre de l'ampleur, les Nations Unies décident d'adopter la résolution 1970, dans laquelle il est notamment dit ceci. Le Conseil de sécurité décide que tous les États membres doivent geler immédiatement tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou entités désignés dans l'annexe 2. Suite à l'adoption de cette résolution, les grandes banques américaines et européennes se plient donc à ces règles et vont bloquer tous les avoirs du clan Kadhafi. Et déjà là, les chiffres qu'on va découvrir donnent le tournis. 30 milliards de dollars sont gelés aux États-Unis, 7 milliards en France, 8 en Italie, 3 aux Pays-Bas, bref, des sommes colossales réparties aux 4 coins du monde. Mais parmi tous les pays qui vont geler les avoirs de Kadhafi, il y en a un en particulier qui va nous intéresser, la Belgique. 14 milliards d'euros. C'est le montant des actifs appartenant à Kadhafi qui vont être gelés en Belgique après l'adoption de la résolution 1970. Une somme conséquente qui s'explique par le fait que ce pays héberge sur son territoire une entité financière un peu particulière.
Euroclear. Et si je dis que cette entité est particulière, c'est car c'est un dépositaire central international. Un nom assez étrange, mais globalement comprenez qu'Euroclear est une sorte d'intermédiaire chargé de sécuriser les transactions et de conserver les actifs des banques et des fonds d'investissement. En gros, vous avez un compte à la banque, et bien votre banque, elle a un compte chez Euroclear. Cela fait qu'aujourd'hui, cette institution détient plus de 40 000 milliards de dollars d'actifs et est d'ailleurs surnommée la banque des banques. Et donc, quand il s'agit de geler des actifs, cette fameuse banque des banques et Euroclear se retrouve toujours en première ligne, puisque c'est elle qui détient les comptes de la plupart des acteurs de la finance mondiale. Et les gels des actifs libyens n'échappent pas à la règle. Sur les 14 milliards de dollars d'actifs qui vont être gelés en Belgique, l'écrasante majorité, soit 12,8 milliards, se trouve chez Euroclear. Il s'agit surtout de l'argent d'un fonds souverain libyen, la Libyan Investment Authority, et de sa filiale, la Lafico. Et là vous allez me dire, bon ok Max, c'est bien mignon tout ça, mais pourquoi s'attarder sur la Belgique? Ok, il y a Euroclear qui détient 12,8 milliards d'euros, c'est énorme, mais c'est toujours moins par exemple que les banques américaines. Alors pourquoi insister spécifiquement sur la Belgique? Eh bien car dans ce pays, il s'est passé quelque chose qui n'est arrivé nulle part ailleurs. Une partie des actifs libyens a disparu. En fait, pour comprendre ce qui s'est passé, faut qu'on parle de cet homme, le prince Laurent de Belgique, parce que c'est lui qui, sans le vouloir, est à l'origine de toute cette affaire. Dans les années 2000, ce prince avait monté une association, le Global Sustainable Development Trust, qui devait réaliser un contrat de reboisement avec la Libye. Sauf qu'en 2010, le contrat est brutalement rompu, et le prince va alors attaquer la Libye en justice pour être indemnisé financièrement. Et il va gagner cette action en justice. En novembre 2014, la Cour d'appel de Bruxelles va en effet condamner la Libye à lui verser plus de 48 millions d'euros d'indemnité. Oui, c'est énorme, sauf que bon, en réalité à ce moment-là, cette décision judiciaire n'a pas beaucoup de valeur. La Libye a de nouveau basculé dans la guerre civile et autant vous dire qu'elle n'est pas vraiment disposée à envoyer de l'argent au prince de Belgique pour un contrat passé sous l'ère Kadhafi. Et c'est là que les avocats du prince ont une idée. Comme la Libye ne peut pas rembourser le prince, pourquoi ne pas tout simplement utiliser les fonds gelés de Kadhafi en Belgique ? Ni une ni deux, l'équipe juridique du prince Laurent se met au travail et va alors chercher à saisir les fonds gelés de chez Euroclear. Sauf que là, les choses vont commencer à devenir assez bizarres. Marc Montbaliou, l'administrateur général de la trésorerie belge, va refuser d'accéder aux demandes de la justice, expliquant ne pas pouvoir procéder au dégel des avoirs libyens. Étrange quand on sait que quelques années plus tôt, au moment de geler ces mêmes avoirs, le ministre des Finances belge Didier Reynders avait pourtant affirmé, je cite, qu'il fallait rembourser les entreprises belges qui avaient obtenu des contrats dans la Libye de Kadhafi et qui n'avaient toujours pas été payés. Alors pourquoi diable le prince Laurent, dont l'organisation correspond exactement à cette description, ne peut-il pas être remboursé? Sachant qu'en plus, d'autres entreprises belges qui étaient dans la même situation que le prince, comme la société d'armement FN Herstal, ont elles été remboursées avec les fonds libyens. Alors que se passe-t-il et pourquoi le pouvoir belge bloque-t-il la libération de l'argent? Sachant que quelque chose de pas net était en train de se passer, les avocats du prince Laurent décident de prendre les choses en main. Ils portent plainte contre X pour abus de confiance et l'enquête est confiée au juge d'instruction Michel Claise, lequel, après une longue enquête, décide à l'automne 2017 de prendre une décision radicale, faire saisir de force par la justice les fonds gelés libyens de chez Euroclear, qui d'ailleurs avec le temps avaient pris de la valeur pour atteindre 15 milliards d'euros. Sauf qu'au moment de passer à l'action et de s'emparer de ces fonds, le juge Claise fait une découverte hallucinante, de l'argent libyen a disparu. Ok, à partir de maintenant, je vous préviens, on rentre dans la partie la plus trouble de cette affaire parce que beaucoup de choses dont on va parler sont pas très claires, donc au moins vous êtes prévenus. Reprenons donc avec le juge Michel Claise. En octobre 2017, il tente de saisir de force les milliards libyens de chez Euroclear, mais surprise, il découvre que de l'argent manque à l'appel. Beaucoup d'argent car on parle de 10 milliards d'euros qui auraient tout bonnement disparu. Oui, c'est une somme énorme et quand l'information sort dans la presse en mars 2018 par le magazine Le Vif, elle fait les gros titres. Imaginez juste, on parle de 10 milliards d'euros qui appartenaient à Mouammar Kadhafi qui disparaissent d'un des établissements financiers les plus puissants au monde. Ça sent le scandale à plein nez. Sauf qu'en faisant mes recherches sur ces 10 milliards d'euros disparus, je me suis rendu compte qu'un truc n'allait pas. Concrètement, l'écrasante majorité des articles qui parlent de la disparition de cet argent datent de mars 2018, au moment où le Vif publie son article. Or, après mars 2018, la presse n'évoquera plus jamais la disparition des 10 milliards d'euros et se concentrera surtout sur le scandale des intérêts dégelés, l'autre grand mystère de cette affaire dont on reparle dans quelques minutes. Et donc on peut se demander pourquoi on n'a plus aucune info sur ces 10 milliards disparus. Est-ce que c'était parce que c'était une fake news ou bien ce scandale a été complètement étouffé ?
Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de remonter à la source de cette information et contacter Thierry Denoël, le journaliste du Vif à l'origine de l'article sur les 10 milliards disparus. La question que je vais poser est simple. Y a-t-il eu un vrai problème bancaire avec ces 10 milliards d'euros ou s'agit-il d'une erreur dans les informations communiquées à la presse? Et voici ce que Thierry Denoël m'a répondu. Dans les documents que nous avons pu nous procurer, il apparaît qu'Euroclear détient bien 15 milliards d'euros. Mais lors de la saisie par Claise, elle n'a déclaré que 5 milliards disponibles sur les comptes de la LIA. Le mystère s'explique peut-être par la nature des fonds détenus chez Euroclear qui auraient joué avec les pieds de la justice. Traduction, non, 10 milliards d'euros n'auraient pas disparu de chez Euroclear, mais par contre quand le juge Claise a essayé de saisir l'argent, il ne restait plus que 5 milliards d'euros sur les comptes de la LIA. Ça voudrait dire qu'Euroclear détiendrait toujours les fonds libyens, mais qu'elle a juste transféré une grosse partie sur d'autres comptes, le mystère reste entier. Par contre, toujours lors de mon échange avec Thierry Denoël, il me parle d'un individu assez intriguant, Didier Reynders, l'ancien ministre belge des Finances. Oui, celui-là même qui avait autorisé le dégel des fonds libyens pour rembourser certaines entreprises belges, mais pas celles du prince Laurent. Selon Denoël, Reynders aurait farouchement contesté la disparition des 10 milliards de chez Euroclear, parlant même de fake news concernant cette histoire. Et si je m'attarde autant sur ce Didier Reynders, c'est car son nom revient également dans l'autre grand scandale concernant les fonds gelés de chez Euroclear, la disparition des intérêts libyens. On rembobine. Octobre 2017, Claise essaie de saisir les fonds de chez Euroclear. Il découvre que 10 milliards d'euros ont disparu, ça fait un scandale, mais bon, en fait il semblerait que cet argent n'ait pas vraiment disparu et qu'Euroclear l'ait juste potentiellement changé de compte. Soit. Mais en parallèle de cette histoire, un second scandale va éclater. Et encore une fois, tout part du prince Laurent. Parce que pendant que le juge Claise essayait de saisir les actifs de chez Euroclear, les avocats du prince, eux, vont aller investiguer en profondeur. Notamment deux hommes, Robert Elwoog et Jean-Pierre Debrandt, qui vont faire une découverte extrêmement troublante. Les intérêts des actifs libyens gelés ont disparu de chez Euroclear. Ok, bon, micro-cours d'écho pour que vous compreniez ce qui s'est passé. En fait, les actifs libyens qui sont gelés chez Euroclear et ailleurs, c'est pas que du cash. Non, c'est aussi beaucoup d'obligations d'État et d'actions boursières, des actifs financiers qui génèrent donc des intérêts chaque année. Et elle est là, la faille. Parce que si effectivement les actifs libyens de chez Euroclear ont bien été gelés suivant la décision de l'ONU, et bah selon les avocats du prince Laurent, les intérêts générés par ces mêmes actifs, eux, ils n'ont pas été gelés. Nous avons constaté, à travers l'analyse juridique, qu'il y avait une interprétation qui était donnée, que les fonds étaient gelés, mais qu'on libérait les revenus des fonds. Ce qui, pour nous, du point de vue juridique, était une hérésie. Contrairement aux 10 milliards supposément disparus de chez Euroclear, les intérêts des actifs libyens, eux, on est sûr qu'ils se sont bien volatilisés. Et on parle d'un montant astronomique, 2,3 milliards de dollars d'intérêts générés entre 2012 et 2017. Mais alors, où est parti cet argent? Eh bien, c'est là que ça devient un peu plus flou. Il aurait été transféré sur différents comptes de la LIA, notamment au Luxembourg et au Bahreïn, mais rien de très sûr, et surtout on ne sait pas qui a touché cet argent. Et la crainte des autorités belges à l'époque, c'est notamment que ces intérêts soient revenus en Libye, et soient tombés entre les mains des milices rebelles. Auquel cas ça voudrait dire qu'en libérant ces intérêts, la Belgique aurait indirectement financé une guerre civile. Et il est là le vrai scandale d'État. Oui, c'est en tout cas la crainte de l'ONU. Pour eux, l'argent est directement retourné en Libye et c'est ça qui est problématique car cet argent aurait pu servir à des malversations et à des détournements de fonds. Alors qui est responsable? En théorie, c'est le ministre des Finances de l'époque, sauf qu'aujourd'hui, en Belgique, à Bruxelles, tout le monde se rejette un peu la faute. L'affaire est en tout cas prise très au sérieux, le judiciaire s'en mêle et une enquête est en cours. Mais alors, qui a bien pu autoriser le dégel des intérêts? Eh bien, selon l'agence Belga, il s'agirait de Marc Montbaliou, le patron de la trésorerie belge. Oui, celui-là même qui avait refusé d'accéder à la requête du prince Laurent de saisir les fonds libyens de chez Euroclear. Grâce à ce document daté du 4 octobre 2012, on peut en effet voir que c'est Montbaliou qui a autorisé Euroclear à libérer les intérêts libyens. Mais alors, pourquoi a-t-il fait ça? Quel était son but? A-t-il agi seul ou sur ordre de quelqu'un? Eh bien mes amis, c'est la question à 2,3 milliards d'euros. Et on peut pas dire que Marc Montbaliou soit très clair sur les raisons qui l'ont poussé à libérer les intérêts des fonds gelés. Selon lui, il se serait appuyé sur une espèce de décision du Conseil de l'UE qui expliquait que la libération des intérêts des fonds gelés était conforme aux règles de l'ONU, chose que les Nations Unies vont immédiatement réfuter, expliquant que ce qu'avait fait la Belgique était illégal et avait potentiellement, comme je vous l'ai dit, financé des groupes rebelles en Libye. Mais le plus intriguant, c'est quand on demande à Montbaliou s'il a pris seul la décision de libérer les intérêts libyens, car selon quand vous l'interrogez, sa réponse va varier. Ainsi, en septembre 2018, il explique que ce genre de décision n'est jamais le fait d'une seule personne, avant de rétropédaler 2 mois plus tard et affirmer qu'il avait agi tout seul.
Oui, tout ça est très étrange, et malgré les déclarations de Montbaliou, les enquêteurs vont soupçonner que d'autres personnes aient joué un rôle dans cette affaire, notamment les anciens ministres des Finances, Stephen Van Acker, Johan Overtelt et surtout Didier Reynders. Mais aucune preuve directe ne sera trouvée, et il est là tout le mystère de cette histoire. Est-ce qu'on a affaire à un simple micmac juridique où la libération des intérêts n'est due qu'à une mauvaise interprétation des règles de l'ONU, ou bien au contraire la décision de dégeler ces intérêts a été influencée d'une manière ou d'une autre par des pressions politiques ou économiques? C'est là toute la question. Et quand j'ai demandé à Thierry Denoël, le journaliste du Vif, ce qu'il pensait de toute cette histoire, voici d'ailleurs ce qu'il m'a répondu. L'impression d'une très grande opacité liée à des intérêts financiers. C'était édifiant. Comme déjà écrit, il y a eu beaucoup de légèreté dans ce dossier. Libérer les intérêts à la LIA alors que la situation en Libye était explosive reste interpellant. Quels intérêts y avait-il là-dessous? Économique, énergie, rétrocommission? Face à ce manque de transparence, toutes les hypothèses sont permises. Alors, que retenir de tout ça? Quel était le vrai motif derrière la libération de ces intérêts? Pourquoi le pouvoir belge ne voulait pas que le prince Laurent récupère son argent? Et qui est vraiment ou non impliqué dans cette histoire? Eh bien, malheureusement, encore aujourd'hui, on ne le sait toujours pas, et le mystère reste entier. Mais il y a encore 3 petites choses que je peux vous révéler pour que vous vous fassiez votre propre avis sur cette affaire. La première chose que je peux vous dire, c'est que certains protagonistes de cette affaire ont été mis en cause dans d'autres scandales financiers. C'est notamment le cas de Didier Reynders, l'ancien ministre des Finances, qui a récemment été visé par une enquête pour blanchiment d'argent en Belgique. La seconde chose intéressante, c'est que le prince Laurent, celui par qui le scandale a explosé, n'a encore aujourd'hui toujours pas été remboursé de ses 48 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Malgré les décisions de justice, tous les scandales, la saisie du juge Claise, il n'a toujours pas récupéré son argent. Et pire, la récente décision de la justice belge de suspendre la saisie pénale des actifs ne devrait pas arranger sa situation. Enfin, troisième et dernier point, c'est la publication en juillet 2024 d'un rapport de Deloitte qui a permis de nous donner un peu plus d'infos sur où sont les intérêts dégelés à l'heure actuelle. Selon ce rapport, 54 millions de dollars sont partis sur des comptes HSBC au Luxembourg et n'ont pas bougé depuis des années. Idem pour l'argent qui a été envoyé au Bahreïn. On parle de 1,45 milliard qui sont sur des comptes de la Arab Banking Corporation et qui, là non plus, ne semblent pas avoir bougé depuis des années. Si mes calculs sont bons, reste donc 800 millions de dollars dont là, la destination est un peu plus floue. Selon le rapport de Deloitte, on sait pas vraiment où est parti cet argent. Il aurait été en partie dépensé sur les marchés financiers, mais encore aujourd'hui, le mystère reste entier sur qui en a vraiment bénéficié. Ces 800 millions sont-ils en Libye, aux mains de milices armées qui sèment la terreur? Sont-ils en Belgique, entre les mains de hauts fonctionnaires véreux? Ou bien sont-ils autre part, comme en Afrique du Sud? « 26 décembre 2010, aéroport de Johannesburg. La nuit est relativement calme quand soudain, un appareil un peu spécial fait son apparition et se pose sur le tarmac de l'aéroport. Il s'agit d'un avion venant directement de Tripoli et sa particularité c'est qu'à son bord, il n'y a aucun passager. Non, à la place, il y a de l'argent. Beaucoup d'argent. 12,5 milliards de dollars pour être précis qui appartiennent au dirigeant de la Libye, Mouammar Kadhafi. Tout ce trésor va ensuite être déchargé en toute discrétion de l'avion, puis va embarquer à bord de camions blindés, lesquels prendront ensuite la route direction une base militaire sud-africaine avant de disparaître dans la nature sans laisser de traces. Ce que je viens de vous raconter, c'est le synopsis d'un documentaire dont le titre est « La chasse pour les milliards de Kadhafi ». Sorti en 2020, réalisé par Misha Wessel et Thomas Bloom, ce docu aux allures de thriller cherche à retrouver la trace des 12,5 milliards de dollars de Kadhafi qui ont atterri en Afrique du Sud en décembre 2010. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce documentaire, on découvre des choses assez incroyables. En fait, au départ, les réalisateurs vont chercher à retrouver les personnes qui étaient présentes à l'aéroport de Johannesburg le jour où l'avion transportant l'argent a atterri. Et coup de chance, ils vont réussir à en retrouver une. Il s'agit de cet homme, George Darmanovich, une sorte d'agent secret sud-africain que vous pouvez d'ailleurs voir ici en compagnie du président Jacob Zuma. Et voilà ce qu'a déclaré Darmanovich aux journalistes au sujet de l'argent libyen déchargé le 26 décembre 2010. The instructions were get it out of it. Trucks came, we loaded it, and a lot went to the ANC. I believe money was taken to Waterkloof Airbus. Money was stored at numerous military airbus. Everybody seems to be denying the holding Libyan money because they're using it for their own ends. But I got them fucked because there are official letters from customs. Après ce premier entretien, Darmanovich va promettre aux journalistes de revenir les voir avec des preuves matérielles, notamment des photos de l'argent de Kadhafi déchargé en décembre 2010. Sauf que malheureusement, ce second entretien n'aura jamais lieu. Quelques semaines à peine après son entrevue avec les journalistes, George Darmanovich va être tué par 2 hommes à moto, abattus de 2 balles dans la tête. Mais bonne nouvelle. Enfin, si on peut dire ça. Avant de mourir, Darmanovich a envoyé les photos de l'argent de Kadhafi à une autre personne, Fanny Fonze, un mystérieux homme d'affaires sud-africain.
This is one of the pictures that was received from George Dramanovic. So this is the Libyan money that came in back in 2010. Yes. And here is how the money was smuggled out in containers. Et si Darmanovic, avant de mourir, a envoyé ses photos à Fanny Fonse en particulier, c'est car ce dernier cherchait à mettre la main sur le trésor de Kadhafi et avait besoin d'une preuve visuelle montrant que cet argent existe bel et bien. Et oui, vous avez bien entendu, Fonse cherchait le trésor de Kadhafi et il n'était d'ailleurs pas le seul. En fait, dès 2012, plusieurs personnes vont se mettre en tête de retrouver les fameux 12,5 milliards de dollars déchargés à Johannesburg fin 2010. Et il y a surtout deux groupes d'individus qui vont chercher cet argent. Le premier, c'est celui auquel appartient Fanny Fonse. Il est dirigé par un sulfureux homme d'affaires tunisien, Eric Goayed, qui s'est associé avec Fonse et un marchand d'armes du nom de Johan Erasmus pour retrouver le trésor de Kadhafi. Le deuxième groupe qui va également chercher à mettre la main sur cet argent, il est dirigé par cet homme, un Libyen du nom de Taha Bouichi, qui pour retrouver la trace de l'argent de Kadhafi va solliciter l'aide d'un de ses amis sud-africains proches du pouvoir, Tito Maleka. Les présentations sont faites, on a donc deux groupes qui vont se battre pour un seul et même objectif, retrouver le trésor de Kadhafi en Afrique du Sud. Très rapidement, les groupes d'Eric Goayed et de Taha Bouichi vont recentrer leurs investigations autour de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis 1994 et plus particulièrement autour de son chef, le président Jacob Zuma. Mais alors, pourquoi le chef d'État sud-africain serait-il impliqué ? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que du temps où Kadhafi dirigeait la Libye, il avait fortement rapproché son pays de l'Afrique du Sud. Il était devenu très ami avec Nelson Mandela, mais également ses successeurs, Thabo Mbeki, mais surtout Jacob Zuma, qui devient président à partir de 2009. Et en fait, c'était même plus que de l'amitié, car Kadhafi a littéralement financé toutes les campagnes présidentielles des candidats de l'ANC à partir de 1994. Dans son livre Witness to Power, Matthews Fosa, ancien trésorier de l'ANC, écrit même que Kadhafi a fait un don substantiel à Zuma pour financer sa campagne de 2009. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Kadhafi a décidé d'envoyer un avion rempli de milliards de dollars en Afrique du Sud précisément et pas dans un autre pays. Il savait qu'il pouvait faire confiance à Zuma et que son argent resterait en sécurité. Mais donc, avec la mort du dirigeant libyen, qu'a fait le président de l'Afrique du Sud de tout cet argent ? Eh bien, c'est ce que vont chercher à comprendre nos groupes de chasseurs de trésors, qui vont alors essayer par tous les moyens de rentrer en contact avec Jacob Zuma. Et à ce petit jeu-là, c'est le groupe de Taha Bouichi, notamment grâce à l'influent Tito Maleka, qui va être le meilleur. En effet, Bouichi va réussir à obtenir un entretien avec Zuma, mais ce dernier dira n'être au courant de rien et qu'il fallait demander à son ministre des Finances. Alors, rebelote, un entretien est organisé et, surprise, le ministre des Finances, lui, va confirmer que des fonds libyens se trouvaient bel et bien en Afrique du Sud, sans toutefois donner trop de détails. The Minister of Finance saw us. What did he say exactly? Do you remember? No, he said, well, we know of assets, but you must tell us which assets are you aware of, and we can compare notes and we'll have a subsequent meeting. That's how we left it off. So the finance minister acknowledged that there were assets in South Africa. Yes. Bref, l'équipe de Taha semblait donc être bien partie pour réussir à mettre la main sur le trésor de Kadhafi, sauf que deux choses vont venir enrayer ses plans. Bon, la première, c'est tout simplement que le ministre des Finances sud-africain ne va pas donner suite à son entrevue avec Taha, et donc l'argent de Kadhafi va rester introuvable. Mais la deuxième chose, c'est que Eric Goayed, le rival de Taha, ne va pas apprécier que son adversaire puisse potentiellement mettre la main sur le trésor avant lui. Il va donc décider de prendre les choses en main en faisant quelque chose pour le moins inattendu, kidnapper Taha Bouichi. It was in Tripoli. I was in the airport when I was kidnapped. Then pushed and put in a van and that's it. Where did they take you? They put us in a farm, in a cell, 1 meter by 1.5 meter. And for how long? I stayed there for 6 months. They tell you are a thief. They making fake information. It was a very bad experience. Avec Taha hors jeu, son ami Tito Maleka va donc se retrouver seul pour chercher le trésor de Kadhafi. Et ne voulant pas que l'argent libyen tombe entre les mains du groupe d'Eric, il va demander de l'aide à un homme d'affaires du nom de Brian Cook, lequel va alors l'orienter sur une piste nouvelle en lui parlant de quelqu'un qui pourrait savoir précisément où est caché l'argent de Kadhafi. Béchir Saleh, l'ancien trésorier du régime libyen. Surnommé le banquier de Kadhafi, Béchir Saleh est un personnage extrêmement mystérieux et surtout très puissant. Il était à la tête du Libya Africa Investment Portfolio, un fonds souverain libyen créé par Kadhafi pour investir en Afrique et qui gère plusieurs milliards de dollars. Et selon Brian Cook, si Tito veut retrouver le trésor de Kadhafi, il doit rencontrer Béchir qui pourrait être la clé de toute cette affaire. Et coup de chance, Béchir Saleh vit en Afrique du Sud et même assez proche du pouvoir en place puisqu'il aurait été aperçu à plusieurs reprises en compagnie de membres de l'ANC. Donc ni une ni deux, Tito demande à Brian Cook de le mettre en relation avec Béchir. Mais avant qu'un rendez-vous ait pu être pris, l'ancien banquier de Kadhafi est victime d'une tentative d'assassinat et se fait tirer dessus à 2 reprises à Johannesburg.
Alors contrairement à George Darmanovitch, Béchir Saleh ne va pas mourir. Il va être gravement blessé et une fois remis sur pied, il va se faire discret et s'enfuir aux Émirats Arabes Unis, emportant avec lui tous ses secrets et réduisant à néant les espoirs de Tito Maleka de retrouver le trésor de Kadhafi. Avec Tito et Ta hors jeu, il ne reste donc plus que Eric Goyed qui lui va continuer sa traque acharnée pour mettre la main sur les 12,5 milliards de dollars. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va bien avancer. Il va notamment obtenir une sorte de mandat officiel de la Libye pour récupérer l'argent et surtout il va réussir à enfin obtenir un rendez-vous avec le président Jacob Zuma. Sauf qu'encore une fois, rien ne va se passer comme prévu. Avant qu'Eric n'ait eu le temps de rencontrer le président sud-africain, ce dernier va démissionner de son poste de chef d'État, étranglé par de nombreuses affaires de corruption et de détournement de fonds. Pour ne rien arranger à tout ça, en parallèle de la démission de Zuma, la Libye va replonger dans la guerre civile, rendant impossible toute négociation avec l'Afrique du Sud. Face à cette situation et après des années de traque, Eric Goyed va se rendre à l'évidence et va être à son tour contraint d'arrêter la chasse au trésor de Kadhafi. Sauf qu'il y a un truc que je vous ai pas encore dit. C'est que là, tout ce dont je viens vous parler, donc l'histoire de Eric Goyed, Tito Maleka et Taha Bouichi, c'est ce qui est raconté dans le documentaire Où sont les milliards de Kadhafi. Mais ça veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres sources ou documents montrant que de l'argent de Kadhafi a bel et bien été caché en Afrique du Sud. Non, on a par exemple cet article sorti en 2019 qui fait mention d'un transfert d'argent assez suspect. Un individu aurait en effet caché pendant des années des millions de dollars de Kadhafi dans un bunker sud-africain avant de les transférer en toute discrétion vers le petit état de l'Eswatini. Ah mais je suis bête, cet individu en fait vous le connaissez puisqu'il s'agit de Jacob Zuma, le désormais ex-président de l'Afrique du Sud. Et oui, vous avez bien entendu, Zuma a été accusé en 2019 d'avoir caché pendant des années 30 millions de dollars libyens dans un bunker avant de discrètement les transférer vers l'Eswatini. Alors bien sûr, l'ancien président va nier les faits et expliquer que tout était faux. Mais pas de chance pour lui, il semblerait que le roi de l'Eswatini lui-même, Wassi III, ait confirmé que oui, Zuma avait bien caché de l'argent dans son pays. Et on peut donc relier cet événement à tout ce qu'on a vu avant dans le documentaire et se demander combien de millions, voire de milliards de dollars d'argent libyen l'ancien président sud-africain détient-il encore dans le plus grand secret. Il y a enfin un dernier article dont je veux absolument vous parler. Il s'agit d'une enquête du journal allemand Taz sortie en 2021 dans laquelle on apprend des choses pour le moins troublantes. La principale étant que, selon Taz, il n'y a pas qu'un seul avion transportant de l'argent libyen qui aurait atterri en Afrique du Sud. Non, d'après le journal allemand, c'est près d'une 60aine d'avions qui auraient servi à transférer le trésor de Kadhafi de la Libye vers l'Afrique du Sud entre 2009 et 2011. Et ce pays n'abriterait donc pas 12,5 milliards de dollars d'argent libyen, mais plutôt 1380 milliards de dollars. Ok, je sais, ça n'a plus aucun sens, ça bascule presque dans l'irréel et vous êtes à deux doigts de quitter cette vidéo en vous disant « Max, comment on a pu passer de 12,5 à 1380 milliards de dollars ? Et pourquoi ça serait pas un, mais plutôt 60 avions qui auraient transféré le trésor de Kadhafi ?» Eh bien en fait, c'est très simple. Ou presque. D'après Taz, les envois d'argent liquide par avion effectués par Kadhafi vers des pays étrangers ne remontent pas uniquement à la fin de l'année 2010, mais auraient commencé près de 2 ans plus tôt. Paranoïaque, le dirigeant libyen aurait en effet dès début 2009 cherché à mettre à l'abri une partie de son trésor. Et avec Jacob Zuma qui allait arriver au pouvoir, il aurait décidé d'envoyer cet argent en Afrique du Sud pour le mettre en sécurité. Taz donne même les détails de cette opération, expliquant que 69 avions Boeing 747 auraient servi pour transporter le trésor de Kadhafi et ils auraient même transité par le Zimbabwe pour être le plus discret possible. Le fameux avion arrivé à Johannesburg le 26 décembre 2010 ne serait donc qu'un parmi tant d'autres et le montant de l'argent libyen caché en Afrique du Sud dépasserait largement les 12,5 milliards de dollars. D'ailleurs, dans l'article de Taz, on trouve ce document confidentiel de la South African Standard Bank datant de 2013 dans lequel il est marqué que la banque détiendrait à elle seule 206 milliards de dollars d'actifs libyen. Un chiffre ahurissant, sauf qu'il prend en compte que l'argent liquide et l'or qui ont été déposés chez la South African Standard Bank. Mais il ne prend pas en compte les pierres précieuses et les millions de carats de diamants que Kadhafi aurait aussi envoyés en Afrique du Sud par avion. Car selon Taz, si on ajoute ces actifs aux 206 milliards de dollars qui sont dans la banque sud-africaine, on atteint là un montant astronomique, 1380 milliards de dollars. Je sais, ça paraît énorme, 1380 milliards de dollars c'est indécent, c'est littéralement plus que le PIB annuel de la majorité des pays du globe. Ça paraît fou de penser 1 que Kadhafi ait pu être à la tête d'une telle fortune et 2 qu'autant d'argent soit caché en Afrique du Sud. Et évidemment vous avez raison de penser ça, et c'est très probable que ce chiffre de 1380 milliards de dollars soit faux. Et pourtant, il ne faut pas oublier que Kadhafi a régné en maître sur son pays pendant plus de 40 ans. Un pays immensément riche qui produisait du pétrole en quantité exceptionnelle et dont une partie non négligeable des richesses produites finissait directement dans les poches de son dirigeant.
dirigeants. Alors bien sûr, 1380 milliards, c'est dingue, impensable, et rien qu'en le disant, je me rends compte de l'absurdité de ce chiffre. Mais cette somme incarne justement à elle seule toute la folie que représente la chasse au trésor de Kadhafi. On parle de mettre la main sur la fortune perdue d'un des dirigeants les plus riches de l'histoire de l'humanité. Réussir à trouver ne serait-ce qu'une infime fraction de l'argent de Kadhafi vous rendrait plus riche que vous ne l'avez jamais été. Et d'ailleurs, ce que j'ai découvert, c'est que cet argent, certains ont bel et bien réussi à le retrouver. Comme on l'a vu dans la partie précédente, Kadhafi a donc caché une partie de sa fortune en Afrique du Sud en la transférant notamment par avion. Mais ces transferts ont eu lieu avant que la guerre civile libyenne n'éclate réellement, et donc quand Kadhafi exerçait encore un pouvoir absolu sur son pays. Mais une fois que la guerre civile a débuté, transférer son argent par avion est devenu bien plus compliqué, voire impossible quand l'intervention militaire de l'OTAN va commencer. Alors à votre avis, dans cette situation, qu'a décidé de faire Mouammar Kadhafi? Eh bien, ne pouvant plus passer par la voie aérienne, il va faire deux choses: cacher une partie de son argent en Libye et envoyer l'autre partie par voie terrestre dans des pays voisins. Pour ce qui est de l'argent qui va rester en Libye, une bonne partie tombera entre les mains des rebelles dans les années suivant la chute du régime de Kadhafi. On a par exemple la banque de Benghazi qui a été pillée en 2017 et qui abritait à elle seule 160 millions d'euros en cash qui appartenait à l'ancien dirigeant libyen. D'ailleurs, une fois dérobé, cet argent tombera entre les mains de la mafia turque qui essaiera alors de la blanchir en Europe. Et c'est notamment cet argent qui finira par atterrir dans les mains du couple de Français à Limoges dont on a parlé en introduction de cette vidéo. Mais si une partie de l'argent de Kadhafi est restée cachée en Libye, une autre partie va donc être envoyée par le dirigeant libyen hors du territoire, notamment via des camions et des voitures. On a par exemple cet article daté du 6 septembre 2011 dans lequel il est écrit qu'un convoi de 250 véhicules remplis d'argent et d'or libyen aurait traversé la frontière pour rentrer au Niger. On a aussi ce rapport de l'ONU de 2017 dans lequel on a des photos de boîtes remplies d'argent libyen qui se trouveraient à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il y a même ce papier, un titre d'exportation, sur lequel on peut voir que l'argent détenu dans ces boîtes de métal au Burkina représenterait environ 560 millions de dollars en cash. Oui, c'est une somme assez conséquente, mais en réalité, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Non, si je vous ai parlé de ces transferts d'argent et d'or vers le Burkina et le Niger, c'est pour mieux introduire un troisième pays, celui qui nous intéresse ici, le Ghana. Ok, regardez attentivement cette photo. Tout comme ce dont on a parlé juste avant, cette image provient du rapport de l'ONU de 2017 et dans ces boîtes de métal se trouverait de l'or et de l'argent libyen. Selon ce même rapport, ces photos ont été prises au Ghana, dans la capitale d'Accra. Mais ok, si on regarde cette photo d'un peu plus près, il y a un truc qui saute aux yeux et que vous avez probablement remarqué. C'est ces deux sigles sur les boîtes de métal, celui de la Croix-Rouge et celui de l'ONU. Enfin non, attendez, il y a un truc bizarre avec ce logo des Nations Unies. Tenez, je vous l'ai retrouvé en version nette pour que vous puissiez comprendre où est le problème. Vous voyez toujours pas? Ok, je vous mets maintenant le vrai logo de l'ONU pour que vous puissiez les comparer. Et maintenant, ça devrait être beaucoup plus évident, les deux logos ne sont pas les mêmes. Ils sont très similaires, hein, on est d'accord, mais ce sont pas exactement les mêmes. Et là, en sachant ça, on peut donc se poser cette question. Pourquoi une organisation qui visiblement se fait passer pour l'ONU détient-elle de l'argent de Kadhafi au Ghana ? Pour en savoir plus sur cette histoire et découvrir ce à quoi on a vraiment affaire, il faut regarder ce qu'il y a écrit sur le faux logo de l'ONU. Comité international pour la protection des droits de l'homme. Alors comme toute personne lambda qui veut faire des recherches, on tape ce nom sur Google et bingo, on tombe sur le site internet officiel du CIPDH sur lequel on retrouve bien notre fameux logo. Mais quand on regarde ce site d'un peu plus près, le mystère s'épaissit, car dessus tout est fait pour donner l'illusion qu'on a bien affaire à une filiale de l'ONU. On voit que le CIPDH possède des bureaux un peu partout dans le monde, qu'il organise des réunions de travail dans certains pays et qu'il possède une hiérarchie bien définie, avec un président, des vice-présidents, des chefs de département, etc. Mais on reparlera des membres du CIPDH un peu plus tard parce que vous allez voir que là aussi il y a pas mal de choses à dire. En attendant, il y a un dernier truc qu'on peut faire sur ce site et qui est assez intéressant. C'est de découvrir ces anciennes versions en se rendant sur la plateforme Wayback Machine. Et quand on regarde le site du CIPDH vers 2019 et 2020, on découvre certaines annotations assez intéressantes et qui aujourd'hui ont complètement disparu. Nous sommes partenaires des Nations Unies. Preuve encore une fois que ce fameux comité international pour la protection des droits de l'homme veut à tout prix se faire passer pour une filiale de l'ONU. Mais alors, ok, c'est bien marrant tout ça, mais il reste 3 questions qui restent encore en suspens. Pourquoi le CIPDH tient-il tant à se faire passer pour une filiale des Nations Unies? Qui se cache vraiment derrière cette organisation? Et surtout, putain, pourquoi leur logo se retrouve sur des caisses métalliques remplies d'argent libyen caché au Ghana? Bon, pour la première question, la réponse est assez évidente. En fait, si le CIPDH veut faire croire qu'il appartient aux Nations Unies, c'est pour pouvoir mener à bien toutes sortes d'escroqueries, la principale étant la vente de faux passeports. Concrètement, les membres du CIPDH se servent de leur fausse filiation avec l'ONU pour vendre des faux passeports diplomatiques à des particuliers, ce qui leur rapporte annuellement des milliers, voire des millions de dollars. Et oui, je sais, ça peut paraître fou de se dire que des gens tombent dans le panneau et pensent vraiment que le CIPDH est une filiale des Nations Unies. Mais en même temps, il faut dire que l'organisation met le paquet pour faire illusion. Bah oui, le CIPDH, c'est pas qu'un logo
logo légèrement modifié et un site internet un peu bancal. Non, l'organisation a des bureaux, des représentants et utilise même des fausses plaques d'immatriculation de l'ONU. En plus de ça, pour gagner en crédibilité, les membres du comité s'affichent souvent avec des personnalités influentes, comme Faustin Archange Touadéra, actuel président de la Centrafrique, ou bien Nana Akufo-Addo, ancien président du Ghana. Après, est-ce que ces personnes étaient au courant que le CIPDH n'était pas une filiale des Nations Unies, ou bien au contraire ont-ils eux aussi été dupés? Ça, difficile à dire. Mais bon, ok, maintenant qu'on a compris pourquoi le CIPDH se fait passer pour une filiale de l'ONU, on peut passer à la seconde grosse interrogation. Qui se cache derrière cette organisation? Et là, laissez-moi vous dire que c'est un gigantesque foutoir, littéralement. Par exemple, on a lui, Iskander Yusupov, l'un des fondateurs du CIPDH. Il serait le représentant en France de la République russe du Tatarstan, et il a d'ailleurs reçu la médaille du mérite de la Russie des mains de Vladimir Poutine le 30 mai 2018. On a aussi cet homme, Mathias Meroving, un des membres actifs du CIPDH, notamment connu pour avoir créé une ONG factice qui vendait des faux badges militaires. Enfin, je pourrais vous parler de Alexandar Shapiro-Suliman, un ancien membre du CIPDH qui lui est impliqué dans... Non, en fait, il me faudrait une vidéo entière pour tout vous expliquer. Bref, revenons à notre sujet. Qui se cache derrière le CIPDH? Eh ben, en entendant ces noms, Yusupov, Meroving, Alexandar, vous comprenez que, globalement, ce sont des criminels russes qui tirent les ficelles de cette fausse organisation de l'ONU. Enfin non, attendez 2 petites secondes, parce que j'ai oublié de vous parler de quelqu'un. Gérard Salvato, le président du CIPDH. Gérard Salvato, ça sonne pas trop russe, non? Ça sonne même plutôt français. Eh bien oui, c'est normal car Cocorico, Gérard Salvato, le président du CIPDH, est un Français. Et tenez-vous bien car, chose encore plus hallucinante, le CIPDH lui-même est français. Oui, cette fausse organisation de l'ONU dont on parle depuis tout à l'heure, eh bien légalement, c'est une organisation française créée le 14 mars 2006. Alors bien évidemment, je suis pas juriste ou quoi, mais il y a que moi qui trouve ça bizarre que le CIPDH, une organisation qui se fait passer pour l'ONU, vend des faux passeports et planquerait l'argent de Kadhafi, soit légalement hébergé en France. Je veux bien qu'on soit le pays des droits de l'homme et tout ça, mais quand même. Surtout à l'heure où on parle sans cesse de l'ingérence de la Russie, le fait qu'une organisation comme celle-ci, comptant parmi ses membres des criminels russes, continue tranquillement à exister en France, c'est quand même un peu étrange. Mais bon, ok, je sais, ça fait beaucoup d'infos à digérer. Et encore, dites-vous que là, je vous ai parlé que de 10% de ce que j'ai découvert sur le CIPDH. Mais maintenant que vous avez bien compris quelle était cette organisation, comment elle fonctionnait et qui tirait les ficelles, il est l'heure de répondre à l'ultime question. Pourquoi il y a des logos du CIPDH sur les caisses d'argent libyens au Ghana ? La réponse en réalité nous vient d'une vieille connaissance, Eric Goahed. Oui, on parle bien du chasseur de trésors tunisien dont on a parlé dans la partie précédente. Mais alors, pourquoi on évoque son nom à nouveau? Eh bien en fait, en 2021, des journalistes du Foreign Policy ont mené une enquête approfondie sur le CIPDH. Lors de leurs recherches, ils ont notamment voulu comprendre si oui ou non l'organisation possédait de l'argent en Libye, et sont alors rentrés en contact avec Eric Goahed. Après tout, le grand chasseur de trésors de Kadhafi, c'est lui, donc si de l'argent libyen est détenu par les Russes, il devrait être au courant. Et effectivement, Eric va avouer connaître l'existence de l'argent de Kadhafi au Ghana. Et mieux, il l'aurait même vu de ses propres yeux. L'homme d'affaires tunisien explique en effet s'être rendu plusieurs fois à Accra pour retrouver une partie du trésor de Kadhafi évalué à 9 milliards de dollars et serait alors rentré en contact avec des agents du CIPDH qui lui auraient montré où il détenait le trésor. Eric donne même la description du lieu où sont cachées les fameuses caisses d'argent libyen. Un grand bâtiment semblable à un bunker avec des barbelés et un gros logo de l'organisation dessus. Cerise sur le gâteau, Eric Goahed avoue même aux journalistes du Foreign Policy que c'est lui qui a contacté l'ONU pour les informer de l'existence de l'argent libyen au Ghana. Oui, cette photo qui nous obsède depuis tout à l'heure, elle nous viendrait directement d'Eric Goahed. La boucle est bouclée, j'imagine. Enfin, même après ces explications, on reste quand même avec des interrogations, comme comment le CIPDH a eu de l'argent de Kadhafi, qu'en a-t-il fait, et surtout, où est le trésor à l'heure actuelle? Pour la première question, pour le coup, on n'a aucune piste. On ne peut que supposer que, par exemple, le CIPDH ait réussi à détourner une partie de l'argent que Kadhafi avait envoyé hors de son pays par camion fin 2011. Mais en vrai, on n'a aucune certitude. Pour la seconde question, par contre, on a une piste un peu plus sérieuse, grâce à cet article sorti fin 2021, dans lequel on parle d'une affaire de trafic d'or au Ghana, derrière laquelle se cache une obscure organisation du nom de CIPDH. Tiens donc. Selon cet article, l'organisation aurait mis sur pied une gigantesque arnaque au Ghana. Se faisant toujours passer pour une filiale de l'ONU, elle aurait contacté des personnes pour leur proposer de leur vendre des lingots d'or à un prix inférieur à celui du marché. Seule condition, les acheteurs doivent verser une avance de plusieurs centaines de milliers de dollars s'ils veulent pouvoir profiter de cette opportunité. Sauf que ces acheteurs sont pas stupides, et avant d'envoyer l'argent, ils veulent une preuve physique que l'or existe bel et bien. Et c'est là que ça devient intéressant. Car pour les convaincre que l'or est bien réel, les membres du CIPDH organisent alors une rencontre
où il leur présente des caisses remplies de lingots d'or comme celles que vous voyez à l'écran. Bon, par contre, autant vous dire qu'une fois l'avance de plusieurs centaines de milliers de dollars versés, les membres du CIPDH disparaissent dans la nature et les acheteurs ne verront plus jamais la couleur de leurs lingots d'or. Mais on peut quand même se poser une question. Ces lingots présentés aux victimes pour les rassurer appartiennent-ils au trésor de Kadhafi? On a de quoi être sceptique, mais bien entendu, on ne peut pas tirer de conclusion définitive. Et cela nous laisse donc avec une ultime question. Où est le trésor de Kadhafi à l'heure actuelle? En réalité, pour répondre à cette question, on n'a qu'une seule piste, le fameux bâtiment du CIPDH décrit par Eric Goyed et qui détiendrait des milliards de dollars libyens renfermés dans des caisses métalliques. Pour savoir où est le trésor de Kadhafi, il faudrait donc qu'on retrouve ce bâtiment. Et ça tombe bien, car lors de mes recherches et en fouillant un peu, j'ai réussi à trouver un lien qui donnerait les coordonnées exactes de l'emplacement du QG du CIPDH au Ghana. Alors on clique et on tombe sur ça, un grand bâtiment style bunker avec des gros logos du CIPDH peints sur les murs, exactement comme Eric Goyed l'a décrit. Attendez, donc l'argent de Kadhafi se trouve dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'on attend pour prendre le premier avion direction le Ghana et aller le chercher? Bien pas si vite. Car en passant ces coordonnées dans Google Earth, on se rend compte que fin 2021, début 2022, la majeure partie du QG du CIPDH a été complètement décrit. Pour rappel, 2021, c'est aussi l'année où sortent les premières grosses enquêtes sur l'organisation, notamment celle de Foreign Policy, de Bellingcat et même celle sur le trafic d'or. C'est pour ça que, selon moi, et c'est mon hypothèse, une partie au moins de l'argent de Kadhafi est bien restée dans ce bâtiment jusqu'en 2021. Mais quand les enquêtes ont commencé à être publiées, le CIPDH a pris peur, a transféré le trésor et a fait démolir tous les bâtiments. Enfin, presque tous les bâtiments, parce que toujours sur Google Earth, on peut voir que ce bâtiment-là, qui semble être le principal d'ailleurs, est lui toujours debout. Donc est-ce que le trésor de Kadhafi s'y trouve encore? Bah peut-être bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une proposition à vous faire. Si je vois que cette vidéo marche bien et que le sujet autour de l'argent de Kadhafi vous plaît, eh bien peut-être qu'il y aura une seconde vidéo. Mais dans celle-ci, plus question de rester assis sur cette chaise. Non, on quittera la France, on prendra l'avion direction le Ghana pour se rendre au QG du CIPDH. On essaiera de découvrir ce que renferme ce bâtiment et voir si oui ou non l'argent de Kadhafi s'y trouve toujours. Et qui sait, peut-être qu'avec un peu de chance, c'est vous et moi qui mettrons la main sur le plus gros trésor de l'histoire de l'humanité.